Salut, c'est Ahmed. Vous écoutez Jugurtha Talks. Jugurtha Talks est un podcast qui raconte l'histoire de ces Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Chaque mois, le micro est ouvert à des invités au parcours inspirant. Qu'ils soient universitaires, entrepreneurs sportifs ou artistes, leur histoire est là pour dérouler un narratif trop souvent absent. C'est celui de ces hommes et ces femmes qui façonnent et contribuent au destin de la France. Mon objectif est d'inspirer les futures générations à croire en elles et leur donner confiance dans leur capacité à être la meilleure version d'elles-mêmes. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui dans Jugurtha Talks, je reçois une personne que j'admire beaucoup, une personne téméraire, audacieuse, mais aussi une personne pleine de couleurs, pleine d'humour, toujours prête à faire la fête. Sous son air un peu cocasse se cache un esprit brillant et un redoutable homme d'affaires, franco-tunisien, père de famille, épicurien dans l'âme. Ce soir, je veux vous présenter Razi Bakouche, cofondateur de la société Streamlink. Streamlink est une société de conseil spécialisée dans la business intelligence et la big data, cofondée en 2017 avec son partenaire Habib, avec des moyens limités, mais avec une hargne et une volonté illimitée. Aujourd'hui, Streamlink emploie plus de 100 personnes et est considéré comme une référence dans son domaine. Bonsoir Razi. Bonsoir Ahmed. Bienvenue dans Jugurtha Talks. Merci beaucoup pour cette invitation, c'est Donc, très gentil. Ma première question pour toi, elle est très directe. Quelle est l'histoire de Streamlink, l'idée derrière sa naissance, mais aussi la vision que tu as pour son futur? Alors, je vais parler vraiment, parce que c'est une histoire que je raconte à peu près une fois par mois. Ok. Je la raconte aussi à mes collaborateurs. Ok. C'est important de voir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. La genèse, en fait, elle est arrivée vraiment d'un coup de fil où moi et mon associé Habib, on s'est posé plein de questions. On était bien positionnés, on avait une bonne situation. Sauf que tous les deux, en fait, on cherchait autre chose, quoi, sortir un peu de la routine de la routine, exactement. Ok. Et on cherchait, en fait, à percuter parce qu'on sentait tous les deux qu'il y avait du potentiel, en fait, à aller chercher et à creuser. Et on s'est dit... Bon, à creuser sur un plan business ou sur un plan personnel, ça veut dire? Les deux. Ok. Parce que financièrement parlant, on était pas mal. Ok. Donc c'était plus un challenge personnel finalement. Et personnellement parlant, en fait, on commençait, c'est une courbe. Et on était au haut de la courbe en termes de salariés. Et à un moment donné, il faut chercher en fait quelque chose ailleurs parce que ça nous titillait. En fait, on était vu qu'un parcours ingénieur tous les deux, donc scientifique. J'ai dit scientifique, en fait, il n'y a pas de limite dans la recherche, etc., dans la curiosité. Et on s'est dit, voilà, on se prend un peu de temps et qu'est-ce qu'on perd? C'est la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'on perd? Ok. Voilà, situation stable, etc. Tu avais quel âge à l'époque? À l'époque, c'était en 2017, j'avais 36 ans. 36 ans. 36 ans, Ok. j'y avais ce que j'appelais le plafond de verre. Ok. J'allais le dire, mais en fait, Voilà. je me suis auto-censuré. Mais vu que c'est toi qui le dis, Oui, tant mieux. à un moment donné, quand on tape en haut et on n'arrive plus en fait à monter. Et puis après, les places sont prises, c'est des places qui sont chères. Des gens qui sont devant nous depuis X temps. Donc tu te dis, ok, Voilà, il est donc, temps de... soit je crée mon sillon, soit voilà, en fait, soit on attend, et attendre aujourd'hui, c'est perdre son temps, vu ce qui se passe dans le monde actuel. Oui. C'est clair, ok. Et donc ça, c'est l'histoire de la genèse de Streamlink. Aujourd'hui, comme on a vu, tu as... je crois que ça... Donc Streamlink a 5 ans d'existence, c'est bien ça? 6 ans, ouais. 6 on ans est dans notre 6e année, oui. 6 ans d'existence, vous arrivez à 100 employés. Oui. Et quel est le futur que tu vois pour Streamlink? Où est-ce que tu vois... où est-ce que tu veux aller avec Streamlink? Ta vision du futur de Streamlink, où est-ce que tu veux l'emmener? Où est-ce que je veux l'emmener? Ça va dépendre du temps. Si je peux vivre en 150 ans, je peux l'emmener plus loin. Non. Tu as l'âge de tout le monde, tu es humain, exactement. donc où est-ce que tu veux l'emmener? Voilà, c'est l'emmener vraiment dans un parcours d'excellence. Ok, ça veut dire... Un parcours d'excellence, c'est quoi? C'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs quand j'en parle. Je dis, voilà, il y a des entreprises en fait, qui sont arrivées, qui font du bon taf, et qui sont très bien, ils sont très bien cotés, ils ont très très belle image. Pourquoi on va pas y arriver nous? Parce que l'idée c'est de l'emmener vraiment vers le haut en termes de qualité, on va dire, qualité de prestation, de production, de prestation, d'innovation. Ok. Aussi. C'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur.
Parce que si on fait la même chose que les autres, en fait, ça sert pas à grand-chose. Et Hein. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Streamlink se différencie des autres acteurs? C'est l'humain. Ok. On est human-centric, en fait. À un moment donné, on était toujours dans les grosses structures, on s'est vu que tout était chamboulé, en fait, on était des numéros. Et on s'est dit, voilà, écoutez, on va chercher autre chose. Qui est notre moteur, en fait, c'est l'humain, tout simplement. Donc, on s'est concentré dessus, on essaie de travailler vraiment beaucoup dessus. L'humain, il est très difficile, mais il est très enrichissant aussi. Je vois. C'est vraiment la richesse, en fait. Je vois. Je crois encore en l'humanité. Voilà. Il faut. Razi, j'ai une question pour toi. Est-ce que on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Je vous dis la vérité, il y a les deux. Ok. Il y a les deux. Alors, En fait, tu peux développer. alors, il y a des gens naturellement entrepreneurs. Ok. Naturellement, on les a vus, ils ont démarré très très tôt. Ils ont écrasé tout le monde, ils sont montés, etc. Voilà, ils sont vraiment. Et ce que je dis toujours, en fait, il y a des gens. Moi, alors j'étais salarié, je n'ai jamais pensé à ça, j'avais tout le temps peur. J'avais vraiment tout le temps peur, en fait. Et j'ai essayé de faire freelance, etc. Ça marchait, mais voilà, en fait, on était toujours dans le cocon, ou dans la bulle, de se dire, voilà, si demain j'ai pas de travail, etc., comment je vais faire. Mais ça, sauf qu'à un moment donné, il faut comprendre, ça vient aussi beaucoup d'éducation Ok. qu'on a eu, parce que voilà. Donc, selon toi, il y a beaucoup de personnes qui se croient être des salariés, mais finalement, au fond d'eux-mêmes, c'est des entrepreneurs. Juste, ils n'ont pas été exposés Exactement. aux stimuli externes qui fait que demain, ils vont se lancer ou c'est... Exactement. En fait, il y a quand même, en fait, on va dire, en fait, un minimum. Oui, Hein, parce que tu as évoqué un côté inné, quelque chose qui... Mais tu peux le il y a décrire, un ça serait minimum quoi? de prise de risque. Il y a quelqu'un qui, il n'y a pas peur, en fait, de prendre des risques. Il y a des personnes, en fait, qui souhaitent ne pas du tout prendre de risques pour des raisons X et Y que je puisse comprendre. Hein. Ok. Aucun souci. Mais voilà, l'idée d'entrepreneuriat, elle est riche. Et en fait, moi, je dis toujours, parce que autour de moi, il y a pas mal qui se lancent, pas forcément qui réussissent, hein, mais je leur dis, apprenez de vos échecs aussi. Très important, les échecs. Nous aussi, Streamlink, on a eu beaucoup d'échecs au démarrage. Beaucoup. C'était passage du désert, hein, comme tout le monde. Hein, pendant... Est-ce que tu peux décrire cette période? En fait, on a ouvert et on a signé notre premier contrat en mois de septembre. Quoi. Janvier, ouverture. De janvier à septembre, rien du tout. Zéro. Waouh. Et Zéro. comment on vit ça? En tant que papa du bébé Streamlink, quand tu lances, comment tu le vis? On dort pas, quoi. Que ce soit à cause du bébé ou à cause du travail. Il y a les deux. C'est difficile. C'est très difficile. On gère d'humain. En fait, il y a de deux côtés. Il y a les clients qui ne te font pas confiance parce que tu es junior. Tu peux tout emmerder. Et d'autre côté, les collaborateurs, c'était une petite structure, en fait. Pourquoi il va aller vers toi? C'est clair. Et là, c'est résister. C'est vraiment résister. Et croire en soi, se ressourcer à chaque fois. Croire en soi, résister, aller de l'avant, aller chercher. Il y a quelque chose qui est très important aussi, et que je conseille à tout le monde, c'est de travailler son réseau. Okay. Le réseau, c'est quelque chose qui est hyper important. Okay. Ça veut dire travailler ce réseau, c'est pas avoir en fait 15 000 personnes, c'est vraiment sélectionner, être bien entouré et avoir les bonnes personnes. Okay. C'est très important. C'est eux qui permettent en fait d'avancer. Vraiment, à un moment donné, c'est eux qui te donnent même un mot, une idée peut changer beaucoup de choses. Ok. Voilà. Et en quoi ton réseau t'a aidé, toi, en fait, à réussir? Mon réseau, en fait, il m'a permis d'ouvrir les premiers dossiers, en fait, de ne pas perdre d'énergie, du temps sur certains sujets qui sont chronophages et qui ne vont pas forcément... Je vois. Et donc d'aller regarder là où il y a peut-être quelque chose à faire. Mais pas forcément signer à ma place. Dernièrement, j'ai lu un livre qui est assez intéressant qui s'appelle The War of Art, qui est écrit par un certain Steven Pressfield. Donc, il décrit la peur comme un allié. Il dit, et je cite, « Plus on est terrifié par un projet ou un rêve, plus on peut être sûr qu'il faut qu'on le fasse. » En d'autres termes, la peur pointe vers le nord. Elle est profondément informative. Dans ton parcours personnel, comment as-tu fait face à cette peur? Et comment tu l'as dépassée? Forcément, tu as dû prendre des risques, comme tu l'as dit. Et il y a forcément une peur. Et généralement, cette peur qui nous guide, cette peur qui nous pousse à se dire « Ah, ça, c'est le bon projet. » Généralement, on n'a pas peur de quelque chose auquel on est totalement indifférent. Oui. Comment, toi, tu as fait face à cette peur? Comment tu l'as gérée?
Et comment tu l'as dépassé? Alors, en fait, il faut dire la vérité, c'est que il y a eu du travail avant, où j'étais dans une entreprise qui m'ont donné confiance et où j'ai eu, on va dire, un cycle de montée en compétence de la maîtrise de la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais une structure qui me permettait d'aller chercher les risques et que si jamais il y a une chute, en fait, elle était amortie par cette Par structure-là. cette structure, ok. Voilà. Donc, j'ai eu cette sens-là. Après, je l'ai prise aussi, il faut dire la vérité, hein, parce qu'il y a des gens qui l'ont donné, mais ils n'ont pas forcément utilisé ou prise. Et qui m'a permis, par exemple, d'accéder à certains niveaux de dossiers, à certains, etc., de prendre des risques sur certains dossiers, de prendre tout seul certaines décisions. Et derrière, ça m'a permis, entre guillemets, quand je m'étais lancé tout seul, d'avoir une visibilité plus ou moins accrue ou détaillée des différents dossiers et du risque à prendre. Par contre, la peur, on va dire, c'est pas la peur, mais c'est en fait transformer la peur en une énergie de se lever très tôt le matin et de travailler 15 heures par jour. C'est ça en fait. Pour moi en tout cas, c'est la peur m'a permis d'avoir une énergie extraordinaire. Parce que je me suis dit en fait, c'est simple, soit tu restes figé, bah voilà, classé, soit tu utilises ce moteur-là Pour avancer. pour avancer. Voilà. C'est vraiment en fait direction du nord. Voilà. Et c'est un travail à mener parce que la question que je me pose toujours, si j'ai peur et j'avance pas, ça ne va rien, ça va mener à rien. Par contre, si j'ai peur et que j'avance, je pense que je peux trouver quelque chose. C'est clair. Voilà. Ou du moins, même si tu n'arrives pas et que tu ne réussisses pas, tu t'es dit que tu as fait de ton mieux finalement. Parce que Exact. tu t'es donné à 100%. Exact. Je suis toujours, même si ça marchait, mais je dis, j'aurais essayé. Tout Et je dis aussi, j'aurais peut-être essayé encore plus. C'est Toujours, clair. On toujours, peut toujours mieux toujours. faire. On Non, peut mais toujours. Et même si j'ai réussi, parfois je dis, j'aurais dû faire ça ou ça. Oui. Il y a toujours une remise en question qui est importante. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport au fait que tu as... c'est un peu ton expérience passée qui a fait que tu as pu gérer cette peur. Tu sais, c'est intéressant parce que dernièrement, Harvard Business Review a sorti une étude sur l'âge des entrepreneurs réussis. Eh bien, figure-toi que la tranche d'âge où les entrepreneurs réussissent le plus, c'est vers 45 ans. Oui. Contrairement à ce que voilà, la Silicon Valley et les d'accord. personnes qui ont 22 ans, qui créent un truc et qui le vendent à 3 milliards de dollars, en fait, c'est réellement des exceptions. Mais la plupart des personnes, ils maturent dans une société et après, ils sortent tout seuls. Ils se disent, OK, j'ai assez d'expérience pour être seul. C'est les armes, en fait. On fait Tout à nos fait. armes. Et on sort, en fait, c'est une école. Hein. Mais c'est une contre-narrative parce que tu sais, Razi, en fait, on le pointe mal. On n'arrête pas de montrer aux jeunes que, voilà, si tu as 20 ans, tu es en train de perdre ton temps si tu vas travailler pour les gens. Tu faut se lancer tout seul. En fait, certes, on peut. Il y a des gens qui sont capables et qui ont la fibre pour. Mais c'est clair qu'on n'a pas d'expérience, on ne sait même pas ce qu'on veut. Oui, on est d'accord, en fait. Après, c'est un modèle. Hein. Je dis très bien, c'est un modèle parce que je vois des jeunes 20 ans. À 27 ans, ils ont leur propre start-up qui marche très bien. Mais c'est un cycle qui est, pour moi en tout cas, assez court parce qu'ils vendent, ils se remettent sur autre chose. Et là, c'est une boucle. Voilà, donc, ils veulent construire pour vendre, ils veulent pas, en fait. En fait, c'est du one-shot, entre guillemets. Parce que connaissant l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup d'énergie. Je vois, en fait, quelqu'un qui sont réussi à maintenir 15-20 ans, c'est vraiment des gens qui sont extraordinaires aussi. Hein. Ok. Voilà. Nous, après cette maturité-là, c'est du temps gagné, parce qu'on mature ailleurs, et quand on arrive et on ouvre notre propre structure, on va aller directement au raccourci. C'est ça qui est génial. Voilà. Par rapport à d'autres qui en sont lancés un peu plus tôt, et qui se sont mangés les dents sur d'autres sujets. Ok, je vois. C'est-à-dire, voilà, et ils se prennent plus de temps, etc. Par contre, entrepreneur, ça apprend toujours. Hein. C'est un cycle qui est vif tout le temps. Il y a toujours quelque chose à apprendre. On n'a jamais... en fait, tous les jours, tous les matins, il y a des choses nouvelles. C'est un truc de... Voilà, je trouve que c'est vraiment... Bon, il y a des choses qui sont redondantes aussi, hein, je t'avoue. On va pas dire... C'est l'iceberg, quand on le voit en haut, c'est des choses nouvelles. En bas, c'est toujours des mêmes... voilà. C'est clair. Il faut le savoir. Hein, mais il faut résister. Faut dire que Razi est fort en métaphore et c'est quelqu'un qui a toujours une touche d'humour. D'ailleurs, je fais un segue par rapport à une autre question aussi. C'est que tu es français et tu es tunisien. Comment cette double identité a influencé ton parcours ?
Alors, en fait, on va dire tunisien tout d'abord. Après, bien sûr, une grosse part de culture française. Et après, bah, voilà, j'ai atterri ici. Comment ça a influencé? Ton C'est ce que je parcours dis actuel, comment toujours. tu es? En fait, ce qui est extraordinaire quand tu absorbes de culture, c'est que tu as une richesse en fait, tu as deux armes que les autres n'ont pas. Ok, Tu peux, en fait, tu as une culture que tu absorbes, très bien. Et quand tu rentres dedans, en fait, tu as une ouverture qui est extraordinaire. Parce que le fait d'embrasser une nouvelle culture, etc., de comprendre des gens, de comprendre la mécanique économique, etc., pour faire du business avec les gens en fait, qui sont sur place. J'ai toujours en fait à mes collaborateurs, n'oubliez pas, vous êtes où? Vous êtes en France. Donc, vous vous êtes adapté à cette culture-là. C'est comme ça que vous allez avancer. Vous n'avez pas à nager à contre-courant. oui, Voilà, c'est très important. Voilà. Sauf que la richesse qui peut arriver, c'est que, et c'est la diversité qui le crée, c'est que un mélange des deux, quand on prend le meilleur de différentes cultures, on crée une nouvelle culture qui est encore plus meilleure. ok. Voilà. C'est un écrin finalement où là, Et- ces deux cultures se mélangent. Exactement. Parce que généralement, quand on dit qu'il y a deux cultures, on n'est ni l'un ni l'autre. Ou alors, moi je le vois différemment, c'est que on a une double. euh, une- Mais en fait, c'est nouvelle pour moi. On crée quelque chose de nouveau. En fait, vu la mondialisation aujourd'hui, c'est tellement mélangé. Il n'y a plus, voilà, à part, on va dire, les stéréotypes de les parties culinaires, mais la culture en elle-même, c'est quoi? C'est la lecture, c'est l'ouverture, c'est la musique qui est devenue internationale, les bouquins. Tout le monde lit un peu partout dans le monde. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on a une culture américanisée, on a une culture en fait francisée, on a une culture. En fait, on prend de tout. Maintenant, par exemple, on dit les comparatifs, tu fais comme les Allemands, tu fais comme tel, tu fais comme tel. Voilà. Mhm. Tout le monde prend de tout et essaie de bâtir avec. Et du fait que d'aller avoir les deux, avec d'autres types de cultures, parce on bouffe espagnol, voilà, en fait, en fait, on prend le meilleur et on essaie de travailler avec. Et je trouve que même beaucoup de collègues, bah, que ce soit français ou étrangers, etc., sont dans la même lignée. Tout le monde, en fait, ils travaillent, c'est-à-dire on discute la même chose, on essaie d'avoir les mêmes voilà, activités, etc. Donc, c'est pas double, c'est le meilleur des deux. Bah, parce que en fait, c'est bien que tu dis ça parce que quand on fait partie d'une minorité et quand on est différent, on peut tomber dans le panneau et commencer à expliquer tous nos échecs à travers le prisme de cette différence. Bien Voilà, sûr, bien sûr. je n'ai pas eu ce job parce que je Bien suis sûr. juif, je n'ai pas eu ce job parce que je suis africain ou parce que je suis Ouais. allemand ou parce que peu importe ce que Je suis c'est. basané, c'est ma Exactement, tête, etc. exactement. Ouais, ouais, Et ouais. qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui pensent ça? Alors j'ai envie de leur dire, arrêtez les excuses. Voilà, arrêtez les excuses. Moi j'avoue, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le délit de faciès, je l'avoue. Ça existe et puis ça existera. Ok. Ok. Mais partout dans le monde, en fait, ce que les Ouais. gens ne voient pas, c'est qu'il y a un délit de faciès, même quand on va dans un pays comme, je sais pas moi, quand C'est on va vrai. en Afrique ou quand on C'est va en Asie, c'est on va exactement. aussi voir des étrangers comme étrangers. Voilà. À part moi le délit de faciès en fait, se faire refouler de boîte. Ok. Voilà. Mais dans un environnement de travail, entrepreneuriat, les gens ils vont chercher qu'est-ce que tu maîtrises en fait. Oui. Ta compétence finalement. Bien sûr. Qu'est-ce que Parce tu en sais fait, faire? et ça, j'adore dans les anglo-saxons. Ok. Ils sont très forts dedans. Ok. Ils ont un info du diplôme. Voilà, montre-moi ce que tu vaux. Ok. Montre-moi ce que tu vaux, qu'est-ce que tu sais faire en fait. Et c'est là où ça explose. Ok. Et tu trouves qu'il y a quand même encore un peu à faire Oh, aussi ici en France oui, par rapport je à pense ça? qu'il y a en fait un système oui, élitiste un peu On en voit les fonction des diplômes, écoles, mais on voit pas la etc. Bien sûr. compétence finalement. En fait, après, je comprends aussi parce que bon, c'est un système, mais il marche bien parce que il y a quand même de très très bonnes écoles. Bon, je le dirai toujours, c'est des rouleaux compresseurs quand même. Il faut s'en sortir. Bah après, en fait, on a un chemin tout tracé, etc. Ça laisse pas beaucoup, on va dire, de choix, de vie, etc. Parce qu'on est tracé, on commence en fait dans l'administration, on prend des postes, etc. C'est pas foufou. Il n'y a pas de côté fou. Mais par contre, on va dire, ça régule. Voilà, c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent. C'est tout un système en fait qui est bien rodé. Mhm. Et on a besoin de ce genre-là pour, on va dire, pour faire marcher les choses. Mais il faut dire les choses clairement. Ça a tendance aujourd'hui à chercher le potentiel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que Internet, elle a fait exploser, changer la donne. Oui, Des oui. musiciens qui sortent sur TikTok, des stars qui sortent sur Instagram, des YouTubeurs. Mais ça devient, en fait, il n'y a plus cette notion d'école. C'est le potentiel qui prime.
C'est clair. C'est vraiment Oui, c'est clair. Par exemple, quand on prend des sociétés comme SpaceX, elles recrutent, elles ne recrutent pas du tout sur le diplôme. Elles voient presque pas ça. Donc, elles sont prêtes à voir en fait qu'est-ce que la personne sait faire. Mais après, ils ont un mécanisme pour recruter et savoir recruter. École 42, hein. Oui, École bah, 42, par exactement. exemple, c'est la piscine. C'est un mois de test. Tu fais tes preuves, tu es rentré. Voilà. Très bien, Oui. ça c'est très bien. Et apparemment, ils ont de très très bons codeurs. Hein. Ouais. Comment as-tu trouvé un mentor en tant qu'entrepreneur qui a eu un parcours ou un background similaire au tien? Par mentor, bien sûr, j'entends une personne qui est expérimentée, qui t'a aidé à naviguer les obstacles et que peut contenir l'aventure entrepreneuriale. En fait, à dire la vérité, j'ai beaucoup d'amis, on va dire beaucoup. Mes amis, pas mal, ils se sont lancés avant moi. Ok, donc Et ils t'ont ça, donné cette... ça m'a beaucoup aidé, oui. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, oui. Ça m'a vraiment donné, parce qu'ils avaient quoi, 6 7 ans avant moi, et dans des choses à peu près similaires. Donc ça a permis, en fait, de pleurnicher. En fait, je suis allé les voir et pleurnicher, quoi. Ouais. Je suis allé les voir et j'ai pleurniché. Ils m'ont dit, bah, t'inquiète. En fait, la réponse c'est t'inquiète, ça va passer. Prends ta peine, prends ta Voilà. peine. Et c'est important. Hein. Patiente. En fait, ça, c'est une information qui est hyper importante. Oui. T'inquiète, ça va passer. C'est la réponse. Hein. Oui. C'est la réponse. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de personnes souhaitent se lancer, voudraient se lancer, voudraient prendre à bras ouverts cette aventure entrepreneuriale. Oui. Mais malheureusement, le manque de mentorship, et quand on n'a pas de mentor, Oui. on peut très très vite paniquer, alors que s'il y a quelqu'un d'expérimenté qui sera là pour te dire non, comme ton cas à toi. Après, en fait, j'en ai vu comme ça, on va dire des boîtes qui vont couver, etc., qui vont faire en fait ce qu'on appelle je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, des boîtes comme ça. Mais ils mettent un mentor pour 10 boîtes. Bon, c'est très bien, hein. C'est très bien. Mhm. Mais le mentor, en fait, je le plains quand même. Parce qu'il change de 10 sujets par jour. Il va pas voir que les contraintes de chacun. Un mentor, ça doit être du métier. C'est clair. En plus, c'est un suivi continu. C'est quelqu'un qui doit connaître la naissance, la genèse, Exactement. et après la maturation. Et il faut que le mentor puisse accepter aussi. On est dans un marché concurrentiel. Hein. Ça veut dire. Ça veut dire que le mentor, bah, il voit sa concurrence arriver aussi. Hein. S'il donne s'il donne sa sauce secrète, un mentor à un petit, bah oui. Ah, ok. C'est un marché qui est très, je sais. voilà. Mais à un certain moment, quand on se détache et quand on arrive on va dire, on est arrivé à un certain pic, Ouais. beaucoup de personnes, je les vois, commencent à vouloir léguer, donner, plus que garder pour eux finalement. Parce qu'ils se rendent compte que il y a cet esprit. même s'il y a ce secret, même si on le donne, et les gens ne vont pas. Je vais te donner un exemple où réellement on peut se rendre compte que le secret n'existe pas. Oui. Et que tu trouves beaucoup de gourous aujourd'hui qui arrivent à te dire ah, si tu veux devenir millionnaire, bah, viens, fais mon cours à 5 000 euros. Alors en fait que les informations que cette personne vend peuvent être achetées dans un bouquin qui coûte 10 balles. Je suis d'accord. Le secret existe en fait, c'est juste que le travail doit être fait. Oui, bah, il faut une lecture. En fait, après, ça, j'y crois pas du tout. En fait, ces mecs de 5 000 euros, tu vas devenir riche. C'est ça. Par contre, mais je trouve malheureusement, que il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Hein. Je sais, mais ces mecs, c'est des arnaqueurs, mais ils deviennent riches quand même. Oui, Voilà. beaucoup. Peux-tu me parler de l'impact à long terme et de l'héritage que tu espères laisser derrière toi? Bah, l'impact, clairement, c'est faire des petits. Hein. Des petits franchement, des petits qui se lancent. Parce que même, moi, j'ai des gens en fait, avec qui je bosse depuis 5 6 ans. Et qu'à un moment donné, ils commençaient à réfléchir. Je leur dis, lancez-vous. Lancez-vous. Parce que c'est comme ça qu'on... Si j'ai pas devant moi des gens que j'ai lancés et que deviennent mes futurs partenaires ou mes futurs concurrents, c'est quoi l'enjeu, quoi? C'est vrai? Bien sûr, c'est quoi l'enjeu? Okay. Parce que, tu as des cas qui... Oui, bien sûr, j'ai des cas qui sont partis. Et qui ont ouvert. Qui ont lancé, etc. Voilà, en fait. Mais enrichis ton environnement. Voilà, parce que ces gens-là, demain, j'ai besoin d'eux, ils sont à côté de moi. Voilà, même si demain, je les appelle. Si on souhaite se renforcer, je sais ce qu'ils valent et je sais sur qui compter. Malgré qu'ils sont ouverts, etc. Ça, c'est lancer, en fait, avoir un spread. Et voilà, ces gars-là, en fait, c'est vraiment avoir un écosystème qui est fiable. C'est ça qui est...
À quel moment tu t'es dit, j'ai cofondé quelque chose de spécial? À quel moment tu t'es dit, je suis fier de moi, c'est chouette ce que j'ai créé? Au moment où parfois on fait des soirées, et c'est Ça- vrai, parce que quand je vois le monde heureux, etc., je dis, waouh, waouh, c'est quelque chose quand même. Hein. Donc les On soirées voit corporate, corporate, etc. Je les vois sourire, etc. Ils s'en bien, appartenir à quelque chose. En fait, créer quelque chose du vent, quoi, de créer from scratch. Et tu vois les gens heureux, travailler, évoluer, et surtout des gens qui se marient, qui ont une vie familiale, en fait. Et là, tu dis, bon, tu as une appétence, quelque chose que tu as créé from scratch, une carrière, une vie. Tu les aides en fait à avancer, ces gens-là. Mhm. Voilà. Bon, J'imagine bah, que après, c'est très gratifiant, c'est très c'est satisfaisant. gratifiant. Et quand tu vois des gens que, voilà, qui ont 1 an d'expérience, voire rien, monter, exceller, devenir à des postes importants, je te dis, voilà, bah, c'est ce qu'il faut faire. Parce que, Ok, oui, c'est ce qui. Ces gens-là, bah, ils te disent, voilà, mais c'est cool. au démarrage, c'est avec toi qu'on a fait, quoi. Mhm. On dit que les joyaux ne sont visibles que dans l'obscurité. Toute difficulté, toute peine cache un joyau si on est prêt à glaner ce joyau. Quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté en tant qu'entrepreneur en premier lieu, en tant que père de famille en second lieu? Comment tu l'as surmonté et quel a été le joyau, la leçon récoltée? La plus grande difficulté, c'était vraiment les caps, les gros caps en fait, c'est-à-dire cap de monter en fait vraiment de zéro à déjà une vingtaine de personnes. C'est un gros défi, beaucoup de travail. Il faut savoir qu'on est sur l'humain et l'humain, eh ben, il peut changer d'avis du jour au lendemain. Mhm. Donc en fait, on avait t'as beau te battre en fait pour avoir des clients, etc. Mais il peut dire non, finalement, je ne souhaite pas partir avec toi. Et c'est une décision, c'est humain en fait, tu peux rien faire, c'est pas. Et ça, on en a beaucoup eu des désistements au démarrage et ça a été très difficile. Le joyau, en fait, dans tout ça, c'est que, en fait, les personnes, on va dire, sur lesquelles tu as compté, elles se sont désistées beaucoup. Et par contre, les personnes sur lesquelles parfois tu avais des gens qui démarraient dans la vie, etc., en qui personne ne croit, et qui sont devenus, eux, les maîtres de. C'est eux qui détenaient les clés, entre guillemets, c'est eux qui sont devenus les meilleurs collaborateurs, en fait, de la boîte, Mhm. et qui ont rayonné derrière, en fait. Ça veut dire quoi? C'est de la loyauté? C'est des personnes qui t'ont pas lâché Non, c'est de donner la chance, en fait, pas aux personnes qui doivent l'avoir parfois, mais aux gens qui n'ont pas forcément, que tu remarquerais même pas, en fait. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux... C'est en fait, typiquement, en fait, moi je cherchais à recruter des gars de 5-6 ans d'expérience. Ok, Il y avait un mec en fait, qui tapait à la porte qui avait 6 mois. ok, Bah, normalement, 6 mois, tu te dis, bah, je suis désolé, je sais pas de taf parce que les clients cherchent 5-6 ans. ok. Il dit non, voilà. Tu te dis, bah, en fait, et là, c'est un déclic dans ta tête. Il dit, bah, parce que tu donnes sa chance. Quand tu donnes sa chance à ce mec-là et qu'il rayonne après, ça, c'est un joyau, mais extraordinaire. Parce Ok. que parce que c'est quelque chose en fait que tu n'auras jamais donné, jamais personne ne donnera. Et quand tu lui donnes sa chance et qu'il excelle, ça c'est quelque chose de très gratifiant. Quand on démarre une nouvelle aventure, quand on explore de nouveaux terrains, on Ouais. est trop souvent amené à ressentir le syndrome de l'imposteur. On se Oui. dit, Ah suis-je oui, réellement un oui. entrepreneur? Suis-je réellement un journaliste? Suis-je réellement un écrivain? Oui, Suis-je réellement oui, un sportif? oui. Ou un manager, ouais. As-tu déjà ressenti ce syndrome de l'imposteur quand tu as démarré? Si oui, Oui. comment tu l'as dépassé? Sinon, pourquoi tu l'as pas Oui, ressenti? oui. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est un syndrome qui travaille tout le temps. En fait. Qui travaille tout le temps. C'est important, en fait, que ça soit bien fait. En fait, on va dire que. Parce que en fait, tu t'engages sur des choses, Mhm. mais il faut s'assurer que tu vas les faire, en fait, derrière. Quand tu t'engages à quelqu'un, tu vas signer un contrat qui va rester avec toi 3, 4, 5, 6 ans, Mhm. tu dois gérer sa carrière. Et au bout de 5 ans, dois le faire arriver au niveau que tu t'es mis d'accord dès le départ. C'est très important. Très important. C'est un engagement des deux côtés, c'est un engagement qui est fort. L'imposteur, c'est dire toujours, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver, en fait, à le mener à ce niveau-là? Est-ce qu'il va pouvoir... En fait, c'est finalement un sentiment positif. Oui, mais Parce en que la fait, personne qui le ressent pas peut-être ou du tout, ouais. c'est soit il sait très très bien ce qu'il fait et qu'il a été déjà dans son... Mais tu te poses des questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis bon pour y arriver? Est-ce que je suis bonne personne pour y arriver ou pas? Tu vois, c'est vraiment ça en fait.
C'est tout ce qui est autour de ça. Et c'est l'imposteur se dire non, je pense pas que je vais y arriver, c'est impossible. Et à un moment donné, en fait, il y a un engagement qui est signé. On va dire, quand tu signes, c'est-à-dire sur papier, mais signé moralement, il dit je vais tout faire pour le faire. Malgré que, voilà, même si j'y arrive pas, j'aurais testé. Mais généralement, quand on se dit ça, on y arrive. Ok, je vois, je vois. Aujourd'hui, on vit Razi, dans l'ère du contenu et du storytelling. Oui. Le branding et l'image de marque peuvent créer une différence significative, Oui. que ce soit pour capter des talents, mais aussi pour capter des clients. Comment tu as utilisé ces outils pour te démarquer des autres et véhiculer ta singularité et la singularité de ton entreprise? En fait, on va dire, il n'y a pas de comment. En fait, en fait, c'est toi. C'est le personnage, en fait. C'est chaque entrepreneur, moi, je pense, c'est un personnage. En fait, c'est toi qui mène tout, c'est toi qui mène la danse, voilà, c'est toi qui doit faire, en fait, animer les gens, c'est toi qui est... Oh. La singularité, il y a pas de formule magique. Oui, mais comment utiliser les outils plutôt de... Parce qu'aujourd'hui, il y a un storytelling, il y a une image de marque qu'il faut garder, ou alors qu'il faut développer. Comment tu as utilisé ces outils-là? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'on arrive à capitaliser dessus pour créer une valeur ajoutée qui est perçue, que ce soit par des talents que tu souhaites recruter ou par des clients? En fait, la marque valeur, etc., c'est à double tranchant. On va dire. Internet, aujourd'hui, au marketing, il est à double tranchant. C'est comme les notes sur TripAdvisor d'un restaurant. Il y a un qui, je sais pas, ce jour-là, il était mal luné, il met une étoile. Ok. Le restaurant, il se fait dézinguer. C'est pareil. C'est pareil, nous. C'est exactement la même chose. Donc, moi, mon mode de fonctionnement, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Moi, je dis toujours, c'est quelqu'un qui va être recruté. Bah, écoute, va voir telle personne qui n'est plus chez nous. C'est pas qui est chez nous, Mhm. qui n'est plus chez nous. Elle est partie et discute avec elle. Moi, je suis impartial dans ce cas-là. Voilà. Là, j'ai rien sur la personne, j'ai pas de pouvoir. Hein. Il n'est pas avec moi, il n'est pas salarié. C'est quelqu'un qui était chez moi, qui est plus chez moi. Va le voir, et discute avec lui, et tu vas voir ce que c'est. Ça, généralement, ça fonctionne très bien. Voilà. Par contre, Internet, etc., on peut mettre une armada de mecs qui mettent 5 étoiles. Hein, malgaches, des réunionnais, tu veux, tu les paies, tu as la meilleure. Et les clients ils vont regarder ça. Effectivement, c'est important. Il faut le faire. Par contre, c'est pas le meilleur moyen en fait, de se marketer et de se valoriser. En fait. Ok. Voilà. Bon, c'est clair qu'il faut pas faire des fake reviews Bien et sûr, tout, bien sûr, mais bien dans le sens où sûr. que l'image de marque, parfois, c'est clair que Ouais. si elle est négligée sur le net, Oui. c'est clair qu'on n'est pas particulièrement visible. Il faut être visible. Oui, oui. Il faut être visible. Mais c'est pas tout. Oui. Ok, ok. Si demain tu devais tout reconstruire Ouais, et ça arriver fait- au même résultat qu'aujourd'hui, mais sauf que au lieu d'avoir 6 ans, tu as 6 mois pour le faire, au lieu de 6 ans. Oh là là. Comment tu t'y prendrais? Au même résultat, mais juste 6 mois. Mais avec ou sans expérience? Non, avec l'expérience que tu as actuellement. Ah, oui, c'est différent là, c'est différent, bien sûr, bien sûr. Bah déjà, en fait, sur la sélection, c'est très important en fait. La sélection des gens, très important. Le cadre, parce que. Avant, tu as perdu beaucoup de temps à ça? Bah, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu n'as pas vues en fait. Côtoyer les gens, c'est une richesse extraordinaire. Tu apprends énormément de choses, tu détectes énormément de choses. La gestion, elle devient autre. Et après aussi, il faut savoir, en fait, on gère les outils, quoi. Les outils, ça veut dire les outils. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. SaaS, c'est-à-dire cloud, Mhm. qui permettent de vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Des choses comme ça, en fait. Je prendrai directement les outils nécessaires. Parce que j'aurais testé d'autres. Aujourd'hui, sur 6 ans, j'ai testé 3-4 outils. Je sais le bon. Je prendrai directement le bon. Je passerai pas de temps, en fait, à chercher. Donc finalement, je crois que tu vas essayer de ne pas faire les erreurs que tu as faites. Équipe, outils. Équipe outil. Équipe, outils, budget marketing. Et bam. Bim, on Et avance. ça y est. et ben, je vois. Ouais. Dans le Bhagavad Gita, c'est le livre sacré des hindous, Oui. Krishna, en se révélant au prince Arjuna, lui dit « Tu n'as droit qu'à l'action et jamais à ses fruits. Que ton Ok. motif ne soit pas les fruits de l'action. » On peut lire ce texte de plusieurs niveaux, mais le niveau qui m'intéresse moi, c'est qu'on peut qu'influencer les choses sans avoir une garantie que cela va payer. Ouais.
Ceci ne doit pas pour autant nous empêcher d'agir. En tant qu'entrepreneur, on peut mettre beaucoup d'efforts dans un projet sans pour autant que ce projet soit payant. Comment on s'habitue à cette réalité? Comment on apprend à perdre des mois de travail, des sommes importantes dans des projets qui ne payent pas vraiment? Donc finalement, il y a l'effort et il y a le résultat. Oui. Et les deux sont totalement décorrélés. Oui. Il y a 3 niveaux de contrôle. Il y a les choses sur lesquelles on a zéro contrôle, typiquement la météo. Oui. Et il y a les choses sur lesquelles on a vraiment un contrôle, le petit-déj qu'on prend le matin. Oui. Et il y a les choses les plus importantes, bizarrement, sont au milieu des deux. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut influencer, mais qu'on ne contrôle pas. Typiquement, par exemple, allez, je voudrais que ce podcast marche. Je vais faire de mon mieux, mais je ne pourrais pas garantir le résultat. Ou le repas, le déjeuner du dimanche, quoi. Non, le déjeuner. Tu dis que tu as envie, mais ta femme, c'est celle qui cuisine. Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on n'arrive pas à influencer. Ouais. Et en tant qu'entrepreneur, je vois que ce schéma est très, très présent. Ça veut dire que on mettait beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur des projets, mais finalement, ils n'aboutissent pas. Comment on arrive à faire avec? Comment on arrive à s'habituer à juste se concentrer sur le process? Je vais faire ce que je dois faire. Après, le résultat ne dépend pas de moi. Moi, j'ai tout fait. Comment s'habituer à ça? En fait, alors, il y a un truc qui est très important dans l'esprit d'entrepreneur, c'est surtout pas perdre de temps. Et en fait, ne surtout pas perdre de temps et passer très rapidement à autre chose. Très rapidement. Si ça marche pas. Bien sûr, si ça marche pas, en fait, il faut pas. Franchement, en fait, tu te dis, cet argent-là, en fait, l'idée, c'est un peu comme le gambling, en fait. Je l'ai perdu, mais Alors, le gambling, on veut dire le jeu. Le jeu. Ok. Je l'ai perdu, mais je vais travailler 2 fois plus. Maintenant, déjà, tu comprends pourquoi tu l'as perdu, hein? Parce que tu l'as mis, tu l'as perdu, etc. Et tu vas faire 2 fois plus, parce que 2 fois plus, avec l'expérience que tu as eue de la perte, l'échec, eh ben, tu vas gagner 2 fois plus après. Ça, c'est quelque chose en fait qui est hyper important. Mais c'est pas contre-intuitif parce que finalement, un entrepreneur, on lui dit ne lâche pas, continue. Si tu vois que c'est un échec, non, il faut pas lâcher. Il faut être consistant et téméraire. Mais en même temps, là, tu es en train de me dire. Moi, à certaines pistes où je lâche. En fait, mais comment je lâche pas, je laisse en stand-by. Comment savoir? Je mets stand-by. Comment savoir quand est-ce qu'on doit lâcher et comment savoir que vraiment il faut persister, il faut tenir bon? En fait, moi, j'ai un dicton, c'est pas un dicton, mais je dis toujours à mes collègues, gagne du temps. Le temps. Le temps, c'est une arme extraordinaire, en fait. Tu peux m'expliquer? Alors, sur un dossier qui est très, très compliqué, c'est bloqué. Ok. Il y a une réponse. En fait, ils t'attendent derrière à ce que tu avances sur un sujet. Je dis, voilà, je mets en stand-by, je réfléchis. Le temps va te donner en fait, entre guillemets, elle va te donner la matière pour bien te positionner, en fait, plus tard. Ça veut dire quoi? J'ai perdu de l'argent, je fais un stand-by. Je fais un stand-by sur un sujet. Ça marche pas. Moi, mais exemple, je laisse en stand-by. Je laisse en stand-by, d'accord? Un jour, mais je l'ai testé, je sais ce que c'est. Par exemple, je sais pas, on a pris par exemple une pratique cybersécurité. Allez, on s'est lancé de la cybersécurité. Ok? Ça n'a pas fonctionné. Ok? C'est ce qu'on fait. On fait un stand-by, on fait pause. Ok? Sachant qu'on a cherché, on a compris ce que c'est. On attaque d'autres clients, etc. 6 mois plus tard, il y a un client qui nous dit je veux une offre complète avec la cybersécurité. On ne sait pas en faire, on fait un peu. C'est parfait, nickel. Parce que c'est maîtrisé, on a vu ce que c'était. Par contre, monsieur le client, voilà les risques, voilà ce qu'on a avantage et inconvénients. D'accord? Est-ce que vous êtes prêt à partager avec nous? Oui. En fait, laissez le temps de faire, laissez en fait les choses qui vont arriver, maîtrisez les choses, mais laissez le temps faire en fait. Pour que ça passe. Ouais. Je fais une petite transition pour un peu être sur ça aussi. Bien sûr. C'est une question qui est liée à l'âge et la maturité. Oui. Quelles sont les choses que tu as priorisées étant jeune et que tu regardes avec beaucoup, beaucoup plus de distance en prenant de l'âge? Qui sont moins importantes? En fait, on va dire qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que des broutilles parfois, en fait, entre guillemets.
ou des choses en fait entre personnes qui se passent. Voilà, par exemple, aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est d'entendre parler de sujets entre voilà des chamailleries par exemple. Par exemple, dans le travail, de gens qui se chamaillent pour des raisons d'ego, des choses comme ça en fait. C'est des choses Et qui. ça, étant jeune, tu as donné Ah oui, plus oui, d'importance à ça? bien sûr, ça parlait pendant. On prenait 10 bières en fait à discuter de la même chose, quoi. Il a dit, elle a dit. Elle a dit, etc. Et Les moi, j'étais chamailleries, offensé. machin, et lui, il les prend part. Ça, maintenant, par exemple, je fais plus du tout attention parce que je dis, bah, c'est une perte de temps sèche, C'est quoi. stérile. C'est stérile, ça mène à rien, à part un jeu d'ego, ça sert à rien en fait. Mais sinon, il y a ça, il y a le sujet aussi, on va dire. Avant, les belles choses, les beaux matos, le meilleur, etc. Le dernier iPhone. Maintenant, beaucoup moins. Enfin, Ok. on va chercher la nature. Hein, le truc basique, hein, c'est la bonne bouffe. Hein. La bonne bouffe, bah oui, oui. Voilà, la bonne bouffe. J'ai dit dès le départ Voilà, que Raz épicurien, était etc. épicurien. Et voilà, c'est des choses, exactement, c'est ça en fait. On est moins embarqué sur certains sujets, on regarde moins, on est moins influencé aussi. C'est normal, c'est nous. On devient plus mature, voilà, on apprécie plus les choses, on devient moins quantitatif et plus qualitatif. Je vois. Voilà. Ok. Si tu pouvais voyager dans le temps et Ouais. rencontrer Razi qui venait tout juste d'avoir 20 ans, tu lui ouais. dirais quoi? Je lui dirais, franchement, je lui dirais bien, bravo, bravo. Ça veut dire. En fait, chaque âge a son temps. Hein. Bah, j'étais bien à 20 ans. Et Razi, je pense qu'il est maintenant. Bah, après, Razi de 20 ans maintenant, qui vit dans cette époque-là, pas de tort avec ce qui passe. Non, juste tu reviens. Ah à non, ton non, non, temps. non, mais je dis quand tu. Franchement, Keep going. c'est-à-dire, fais les mêmes conneries. Keep going. Fais les mêmes conneries. En fait, moi, je suis toujours partisan, dans une situation particulière, avec un cerveau particulier, avec les éléments que tu as en ce moment, t'as pris les bonnes décisions. Même si c'était de la merde, mais t'as pris les bonnes décisions. Ok. Je suis partisan de ce concept-là. Parce que sur le moment, avec ce que tu avais comme info, parce qu'avec les tensions, le sentiment, le ressenti, la météo, les gens à côté, bah, voilà, ton cerveau il a fonctionné de cette manière-là. Les neurones, ils ont dit ça, bah, c'est ça. Hein. Et pareil, hein, dans 20 ans, vas-y, de maintenant, ça sera pareil. Hein. C'est la même chose. Je dirais, fais la même chose. Par faire des voyages à Malte, voilà, faire des. faut se ressourcer. Voilà. Faut se ressourcer. En parlant de comment de se ressourcer, comment tu te ressources? Est-ce qu'il y a une chose que tu fais, un rituel, un endroit physique ou imaginaire, hein, dans lequel tu te rends quand les choses ne vont pas bien, où tu arrives à te recentrer et revenir à l'essentiel? Alors, il y a des endroits en fait où j'aime. En fait, maintenant, se ressourcer, c'est partir le voyage déjà. Bon, c'est même pas le même voyage. On va dire c'est voyager déjà. Trouver. Ça devient de plus en plus difficile de se ressourcer pour la simple raison que quand on part en voyage, en fait, c'est tellement stéréotypé maintenant, c'est la même chose, etc. On descend avion. Avant, en fait, il y a 20 ans, peut-être, quand tu partais dans un pays, tu te sentais dépaysé. Réellement dépaysant. Maintenant, c'est du riz avec la sauce, c'est la sauce c'est qui les mêmes change. compagnies qui fait le tour des villes. Voilà, tout le monde est bien en jean. Enfin, il n'y a plus cette côté-là. Donc, maintenant, se ressourcer, c'est devenu voilà, partir en famille, déjà. Ok. Voilà, être vraiment en proximité avec les bonnes personnes, etc. Et puis voilà, derrière, en fait, c'est de passer du temps qualitatif, surtout. Avec sa famille. Ah oui, qualitatif. Et surtout, se ressourcer, moi, je dis toujours, chaque vacances, on essaie d'apprendre quelque chose de nouveau. Je sais pas, n'importe quoi. Apprendre l'équitation. Voilà, apprendre un truc, de sortir du lot. Voilà. C'est-à-dire faire un truc que tu n'auras pas le temps de faire. C'est ça pour moi, se ressourcer. Parce que ton cerveau, il va pas fonctionner dans le standard parce qu'il est tellement lobotomisé par le travail que quand tu le fais sortir de là, il s'aère. Et c'est Donc pas les mêmes neurones. Tu essayes réellement de faire une nouvelle activité? Oui, Okay. J'essaie d'emmener ma fille, etc., à faire une nouvelle activité, ou moi-même faire une nouvelle activité. C'est après le but, hein. C'est le but. Hein. C'est clair. Ouais. Pour répondre à ça, dernièrement, j'ai essayé l'escalade et ça m'a réellement ressourcé. Très bien. C'est c'est très agréable. Oui, c'est vraiment ça, en fait. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Pour clôturer, ça va être ma dernière question. Allez-y, monsieur. S'il y a une seule idée qu'il faut retenir de toute cette conversation, qu'une jeune personne qui nous écoute doit appliquer, une seule idée à laquelle, après toute cette conversation, qu'une personne qui nous écoute doit appliquer, ça serait quoi? Croire en soi. C'est vraiment ça. Croire en soi, en fait. Il ne faut pas jamais se lâcher. Parfois, il y a des hauts et il y a des bas.
Il y a plus de bas que de haut, surtout dans l'entrepreneuriat. Mais croire en soi et se dire, voilà, en fait, après, bon, faut pas être mégalomane non plus, hein, mais croire en soi. Toutes les personnes, en fait, qui ont réussi, ils ont cru en elles-mêmes. Et je vous dis la vérité, mais après 6 ans, personne n'est à l'abri. Personne. Mais vraiment personne. Ça peut être en haut, ça peut être en bas. Il faut toujours résister et croire en soi. Tout Parfait. simplement. Bah écoute, sur cette bonne note, Razi Bakouche, ça a été un vrai plaisir de t'avoir à Jeux Plaisir Talks. mutuel. C'était sympa de discuter avec toi.